Bonjour, j'espère que vous vous portez à merveille. Me voilà encore de retour. Cette fois-ci, c'est pour une vidéo, la suite sur l'histoire des idées, comme je vous ai promis. Au début, c'était une capsule vidéo qui parle de la politique du 19e siècle. C'est pour les S3, pour deuxième année, littérature française. Maintenant, comme je vous ai dit, on va voir aussi ce siècle-là, mais sous un autre angle, à savoir l'art, parce que c'est quand même l'histoire des idées et de l'art. Et on va consacrer cela à la peinture. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous serez en mesure et capable d'écrire quelque chose sur la peinture, sur quelques peintres et quelques courants. Bon, je vous avise tout de suite qu'il y aura 3 capsules sur la peinture, parce que la peinture, elle prend une grande place dans le 19e siècle. Euh, il y a plus ou moins 2 grands courants, ou plutôt 3. Il y aura 2 petits courants sur lesquels vous devez avoir quelques idées, mais il y a 2 courants majeurs que vous devez maîtriser et que vous devez être capable d'en parler. Allez, donc sans plus tarder, nous allons attaquer les courants. Donc on va parler surtout de néoclassicisme et de romantique. Déjà pour être clair sur ça, n'écrivez rien s'il vous plaît. Essayez juste d'écouter tout ce que je vous dis. Je vais vous le faire défiler dans la vidéo. Vous aurez le temps d'écrire et de prendre note à votre guise. Le néoclassicisme, déjà, mettons d'accord sur néoclassicisme et romantique. Le néoclassicisme, quand vous voyez néo, ça veut dire c'est quelque chose qui existe déjà et qui est revenu sur la table. Donc, quand vous voyez néoclassicisme, ça veut dire que vous comprenez que le classicisme était déjà là, qu'il a peut-être disparu et qu'il a refait surface. C'est pour ça qu'on ajoute le préfixe néo. D'accord? Donc, voilà pour l'étymologie des termes. Alors, pour le néoclassicisme, je vous ai choisi d'abord Jean-Louis David. J'ai oublié un S pour lui. Je vous ai mis ces dates. Donc, vous ne pouvez pas négliger ce monsieur-là parce que c'était un grand peintre et c'est lui qui est plutôt le chef de file du néoclassicisme. Le néoclassicisme consistait tout simplement à, comme la période classique, à être droit, à mettre un petit peu de l'ordre, à être raisonnable. Et ne pas exprimer n'importe quoi, ne pas laisser libre à ses passions, à ses envies, à ses désirs, à ses émotions. Non, non, non. Le classicisme nous a appris qu'il faut peindre d'une certaine manière, écrire d'une certaine manière, faire une pièce théâtrale avec une certaine manière, avec des règles comme j'imagine que vous le savez par exemple dans le théâtre classique, il faut faire la règle de 3 et ainsi de suite. Ben, c'est pareil aussi avec l'école classique, il y avait des rois qui étaient toujours là et qui prenaient l'art sous leur aisselle, ça veut dire ils contrôlaient l'art en donnant de l'argent aux peintres et en commandant aux peintres des tableaux. Donc c'est normal que les peintres ne pouvaient pas avoir une certaine liberté dans leur expression. Mais bref, ça vous l'avez dans la vidéo concernant la politique, je vous en ai longuement parlé. Ici, bien sûr, néoclassicisme, donc vous remarquez déjà, regardez la peinture, elle est souvent sur des trucs comme le combat de Mars que je vous ai montré là, ou bien Napoléon Ier en 1800, donc on est toujours en train de glorifier, il y a toujours des guerres et des guerres, parce qu'il n'y a rien de toute façon, il faut valoriser le roi, il faut valoriser la monarchie. Donc ce n'est pas par hasard que vous trouvez souvent des portraits de Napoléon ou bien des images de guerre gagnées ou de batailles gagnées. Jean-Louis David, il est le chef de file. Donc, concernant la peinture néoclassique, remarquez que les traits sont très très nets, l'image est claire. Donc si vous avez l'opportunité de chercher cette image-là sur Internet, vous allez trouver que le tracé, ou plutôt le dessin, est clair. C'est pour ça qu'on dit que les lignes sont nettes. On accorde de l'importance à la rigueur en matière de dessin. Donc le dessin doit être bien soigné, bien fait. Il n'y a pas de légèreté. On ne cherche pas à exprimer autre chose que ce qu'on voit. Donc si vous voulez exprimer ce que vous voyez, bah, donc à le dessiner correctement et bien comme il faut. Aussi, vous trouvez quand même qu'il y a plutôt des couleurs naturelles. On n'est pas dans l'exagération
des couleurs, mais on est plutôt dans l'idéalisation. On essaie de rendre l'image idéale, on essaie d'embellir, de la rendre belle, l'image. Rien que l'image vous parle, ne cherchez pas autre chose. Le classique, lorsqu'il peint un tableau, ça veut dire que vous devez voir ce que vous voyez. Vous n'avez pas besoin de faire bosser ou travailler vos méninges ou réfléchir à ce qu'il y a derrière. Non, regardez tout ça parce que tout est visible. Vous n'avez pas besoin de faire aucun effort. Donc c'est pour ça qu'on dit que l'image est idéalisée et ce n'est pas par hasard que les lignes et que les dessins est très clair, que les contours sont, sont très nets. Donc voilà un petit peu pour la peinture néoclassique. Comme je vous l'ai dit et je le répète, vous devez être en mesure et capable de dire que Jean-Louis David, c'était le chef de file de cette peinture néoclassique qui a remis en place la peinture classique et avec toutes ces caractéristiques que je vous ai notées là. Il y a des mots que je vous ai mis en gras ici, que vous pouvez voir qui sont très importantes et que vous devez être en mesure d'écrire dessus. Comme ça, vous ne vous prenez pas la tête avec tout et n'importe quoi, mais restez focus sur quelques éléments que vous devez citer. Donc, comme j'ai mis ici, il y a l'esthétique, ça veut dire que ça doit être beau, puisqu'on est en train de rendre glorieux et on est en train d'embellir un personnage, donc il faut que ce soit qu'il y ait de l'esthétique. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, les lignes sont nettes et on essaie d'idéaliser l'image. Voilà pour la peinture néoclassique. Maintenant, on va un petit peu changer de courant et on va passer à la peinture euh, romantique. Alors la peinture romantique, elle est connue avec l'arrivée de Théodore Géricault. Donc quand je vous dis Géricault, vous devez penser automatiquement euh, au romantisme. Vous allez me dire, c'est quoi cette peinture romantique? Eh bien, c'est à l'extrême opposé du classicisme. Pourquoi? Parce que là, je ne veux pas que vous voyez juste l'image, mais je veux que vous regardez ce que exprime l'image. Donc, je suis beaucoup plus dans les sentiments, je suis beaucoup plus dans l'expression, je suis beaucoup plus dans l'émotion. D'accord? Donc, il faut vraiment faire une scission, une rupture avec le classique. Le classique ne vous demande pas de faire travailler votre cerveau. Par contre, le romantisme, il vous dit, regardez bien, il y a de l'expression, il y a des sentiments, il y a soit de l'horreur, soit de la passion, soit de l'amour, ce que vous voulez. Ce Théodore Géricault, bien sûr, c'est un peintre français, il avait une admiration pour les chevaux, donc il peignait beaucoup de chevaux. En plus, il était un petit peu fortuné, il n'avait pas besoin beaucoup d'argent, donc c'est pour ça qu'il se permettait de peindre ce qu'il aimait. Alors, ce qui est facile avec Géricault, pour que vous puissiez retenir, retenir un petit peu son nom, donc c'est sûr que c'était quelqu'un qui était dans le courant romantique. Comme je vous ai dit, le courant romantique, je vous ai donné les caractéristiques que je vous défile là. Donc on laisse exprimer nos sentiments, nos états d'âme, de l'imagination. Donc il n'y a plus question d'ordre et de raison, parce que l'ordre et la raison, c'était du sort du classicisme. Il faut être raisonnable, il ne faut pas montrer ceci, il ne faut pas montrer cela, ça choque beaucoup. Vous ne devez pas mettre un tableau comme ça choquant avec de l'horreur. Ça, c'était le discours des classicismes. Le romantisme, il te dit non, je suis censé laisser libre à mon imagination et à mes expressions. Donc voilà, Géricault au romantisme. Il y aura d'autres peintres qui seront aussi les chefs de file du romantisme parce que lui était un petit peu en avance sur son temps, bien qu'il n'ait pas vécu longtemps. Vous remarquez 1792 à la fin du 19e siècle, au début du 19e siècle, il a quand même marqué le romantisme. Deuxième élément que vous devez lier à Géricault, soit vous le liez un petit peu avec le romantisme, soit vous le liez avec ce tableau qui est le radeau de la Méduse. Alors, ce tableau est fascinant. Fascinant d'abord pourquoi?
Parce qu'il faut savoir que ce tableau, c'est une histoire réelle que je vais vous raconter rapidement. Ce tableau, c'est pas juste de la pure imagination, mais c'est un article qu'il a lu, ce Géricault. Il a lu un article sur un bateau qui a échoué en Mauritanie, bref, et puis que par la suite, il a essayé de finir son parcours jusqu'au Sénégal et qu'il y a eu des morts et que c'était catastrophique. Alors il s'est penché sur l'histoire. Cette histoire-là, il a essayé de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et bien, imaginez qu'il est parti même jusqu'à chercher des témoins vivants de ce radeau-là pour qu'ils lui racontent ce qui s'est passé. L'histoire est simple. C'était lors de la colonisation du Sénégal. La France a envoyé 4 bateaux au Sénégal pour essayer d'instaurer son armée et coloniser ce pays-là. Parmi ces 4 bateaux, dans chaque bateau, il y avait un capitaine. Sauf que dans un des 4 bateaux, il y avait un capitaine du temps des monarchies, de la Restauration, si vous avez regardé l'autre capsule. Il y avait un capitaine qui se prenait pour Dieu, qui se prenait pour je sais pas quoi, qui connaissait, qui avait la science infuse, et il a décidé tout simplement de ne pas suivre le chemin que prennent les autres bateaux. Donc malheureusement pour lui, comme il ne suit pas l'itinéraire et le chemin que prennent les 3 autres bateaux, il échoue dans le sable une partie de la Mauritanie qui est très connue, qui est très dangereuse dans la mer. Il échoue en Mauritanie, donc les soldats et les passagers, parce qu'il emportait avec lui beaucoup de matériel administratif et tout ça, se retrouvaient en Mauritanie au lieu d'être au Sénégal. Donc ils mouraient de faim, donc ils ne savaient pas comment s'y prendre, ils ont passé des jours et des jours, ça commençait à tourner au cauchemar, avec le manque d'alimentation, avec la déshydratation, il n'y avait pas d'eau à boire parce que c'était le désert complètement de Mauritanie. Ils se sont débrouillés pour faire un petit radeau et de partir continuer leur chemin pour chercher ce Sénégal-là. Euh, donc, c'est ce qui a fait que même leur parcours pour arriver au Sénégal, ils ont peiné comme pas possible. C'était une tragédie au sens propre du terme parce qu'il y a beaucoup de passagers qui sont morts sur le radeau, d'autres sont morts dans la mer, et ça a fini en tragédie totale. Et ça l'a complètement déchiré au point où il a peint ce tableau. Donc voilà pourquoi un petit peu ce tableau, il est très connu dans l'art pictural, l'art de la peinture, le radeau de la Méduse. Donc pour analyser un petit peu ce tableau-là, au cas où on vous demande qu'est-ce que c'est que le tableau de la Méduse, le radeau de la Méduse, vous savez de quoi il s'agit, que c'est un tableau peint par Géricault vers le début du 19e siècle, et qui relate le naufrage un petit peu des passagers d'un pseudo-bateau, parce que c'est juste un radeau qui était un bateau de fortune, pour pouvoir arriver à destination à cause de cette arrogance et de cette prétention comme quoi je sais tout à un certain capitaine. Donc pour la peinture, vous remarquez bien, donc si vous agrandissez un petit peu le tableau, vous regardez, vous ne pouvez pas vous empêcher de voir le désespoir qui est flagrant avec ces gens qui sont sur le bateau. En plus, en matière d'éclairage, vous remarquez aussi qu'il y a quand même un contraste frappant. Contraste, ça veut dire que quand je vous mets le blanc, j'essaie de vous mettre le noir avec. Comme ça contraste. Quand je vous mets un rouge léger, je mets un rouge vif. C'est ça ce qu'on appelle contraste. Donc on voit bien qu'il y a des chemises qui sont éclairées avec du blanc, d'autres ne le sont pas. En plus, il y a l'horreur. Je suis désolé, sur le premier plan, on voit bien l'horreur qui surgit de ces corps là. Il y a des parties qui sont sombres, comme je vous ai dit, par rapport au contraste, comme la partie qui est en arrière du tableau par rapport aux passagers qui sont devant le radeau, qui est plutôt éclairé, synonyme comme quoi ils ont encore de l'espoir. Le tableau, il est génial parce que, si vous remarquez, il est aussi catégorisé en 3 parties. C'est très simple à dire. Regardez au premier plan, vous avez des gens qui sont déjà décédés. Ils sont morts. Ils ont péri. Au deuxième plan, vous voyez quand même des passagers qui sont à genoux ou bien par terre, levant un petit peu la main. Ça veut dire qu'ils sont en difficulté. Peut-être qu'ils finiront aussi par mourir parce qu'ils sont à moitié par terre. Et au arrière du tableau, tout au devant du radeau,
Il y a des gens qui sont debout, qui soulèvent la main au dehors de ce que ça veut dire qu'ils sont encore un petit peu vivants et qu'ils en sont encore de l'espoir. Bien sûr, vient aussi cette vague qui est devant, qui est quand même un mauvais présage, qui annonce quelque chose de tragique encore plus, parce que peut-être que cette vague-là, elle va frapper le tableau, elle va le chavirer, et peut-être que tout le monde décédera. Voilà pourquoi vraiment ce tableau est fascinant et d'autant plus, comme je vous ai dit, qu'il est tiré d'une histoire vraie. Il y a aussi un autre tableau d'un autre peintre allemand qui parle un petit peu de, du romantisme, parce que comme je vous ai dit ici, vous ne pouvez pas nier qu'il y a de l'expression de sentiments, il y a de la tragédie, il y a de l'horreur, il y a du désespoir. Il y a aussi ce tableau qui est connu sous le nom de Voyageur contemplant une mer de nuages, qui est un tableau d'un peintre allemand, Friedrich. Et nous remarquons pour l'analyse de ce tableau qu'il y a un homme de dos, donc on ne veut pas que vous vous arrêtiez sur l'homme. C'est pas bête quand même, c'est très intelligent. Vous n'avez pas besoin de voir le visage de l'homme, vous n'avez pas besoin de voir. Mais le peintre veut que vous restiez focus sur quoi? Sur la contemplation. Ça veut dire que c'est un homme, peu importe lequel, on s'en fout, mais qui est en train de contempler le paysage, qui est en train de réfléchir sur le paysage. Donc, c'est pour ça qu'il ne veut pas que vous vous arrêtiez sur le personnage. Euh, il y a des nuages aussi. On remarque qu'il y a des nuages. Ça veut dire que le regard est très loin. On est encore dans la réflexion. Puis on voit certains rochers qui surgissent de ces nuages-là. Regardez encore ici le contraste. On est toujours dans le contraste. Vous avez des nuages blancs, mais vous avez des rochers qui surgissent en noir. Donc le contraste est flagrant. Ce sont des terminologies, des mots sur lesquels vous devez revenir à chaque fois que vous analysez un tableau. Donc, la réflexion, le désespoir aussi, c'est quelqu'un qui est en train de réfléchir sur quoi on ne sait pas, mais on vous laisse libre cours de vous poser la question sur quoi il réfléchit. C'est ça ce qui rend ce tableau très, très perçant et très, très, très pointu. Euh, voilà, en gros, en plus de ça, comme c'est noté par rapport à ce que je vous défile, euh, il y a aussi une certaine solitude. Ça veut dire que c'est un homme qui est vis-à-vis de lui-même, qui se retrouve, qui réfléchit sur le fond du fond de son intérieur par rapport à un avenir peut-être incertain ou mitigé. Et enfin, la tenue inadaptée que j'ai mis ici, c'est juste pour vous dire aussi que, regardez quand même, la tenue, elle n'est pas adaptée au paysage. C'est comme une sorte de contraste. Vous avez un paysage avec des nuages et tout, alors qu'il est habillé, on a l'impression qu'il est bien habillé, que c'est un homme qui est assez bien entretenu. Donc voilà, donc remarquez, admettez quand même que ce sont des tableaux qui sont beaucoup plus dans l'expression de sentiments, que ce soit désespoir, que ce soit drame, ou que ce soit ce que vous voulez, ou une passion, mais on laisse libre cours à notre imagination, mais surtout à notre passion et à nos émotions, ce qui est le contraire, encore je le redis, du, du classicisme. Mais celui qui va lancer tout ça, c'est surtout ce monsieur-là. Ce monsieur-là, vous ne pouvez pas le nier non plus, vous ne pouvez pas l'occulter ni l'oublier. C'est en plus de Jéricho, c'est celui-là, le chef de file, parce que déjà, il va vivre longtemps, de 1798, fin aussi du Xe siècle, de l'âge un petit peu du temps de Jéricho, mais il va vivre jusqu'à 1863. C'est quelqu'un qui est connu, c'est lui vraiment le chef de file qui va lancer ce romantisme-là. Quand on dit Eugène Delacroix, tout de suite c'est le courant romantique. Certes, il est un petit peu aussi influencé par d'autres hommes de lettres, et surtout Victor Hugo, qui a lancé aussi le romantisme dans la
littérature. Ces tableaux aussi, il y avait des contrastes, il y avait aussi un petit peu de couleurs, beaucoup de couleurs et de légèreté de couleurs. On n'est pas maintenant dans la précision de dessin, mais on est beaucoup plus, on essaie de vous attirer sur tout ce qui touche un petit peu les expressions, les émotions. Son tableau le plus connu, c'est La liberté guidant le peuple en 1830. Et vous verrez que c'est un tableau qui est quand même très très marquant. Vous ne pouvez pas vous empêcher de ressentir quand même cette expression de ces personnages-là. C'est un tableau quand même d'une grande valeur parce que déjà, de prime abord, vous allez remarquer qu'il y a une différence d'âge. Vous avez le sexe féminin, vous avez des petits-enfants avec le petit béret, le petit garçon qui soulève son pistolet en l'air, vous avez des hommes qui sont peut-être d'une classe sociale assez importante, avec l'homme qui porte un chapeau, vous avez ce drapeau emblématique qui, euh, qui marque quand même la Révolution française, à savoir le drapeau bleu, blanc, rouge qui est soulevé. La femme, elle ne se soucie guère de ses seins qui sont dénudés. Ça veut dire elle est prise par cette révolte et par cette rage de vouloir libérer de son peuple de ce système politique qui existait pendant des décennies, à savoir la monarchie. Donc elle n'accorde aucune importance à son corps dénudé. Donc remarquez quand même qu'on est tout le temps en train de parler d'exaltation, de sentiments, d'émotions et d'expression. Il y a tout le monde qui est en mouvement. C'est pour exprimer aussi la force de cette révolte-là. Vous ne voyez pas une seule image de quelqu'un qui est statique, juste debout, mais chacun exprime par une certaine gestuelle, un certain dégoût de ce qui existe. Donc tout le monde est en mouvement. Voilà, donc j'espère que vous avez compris. Jéricho, vous le ralliez s'il vous plaît au le radeau de la Méduse. Pour vous parler, si on vous demande de parler de Eugène Delacroix, c'est le chef de file du courant romantique. Et son tableau le plus connu, c'est bien sûr La liberté guidant le peuple. Voilà, j'ai omis de vous parler aussi en bas, on voit quand même des soldats par terre. Ce n'est pas banal, hein, ce n'est pas juste mis comme ça, mais c'est pour vous dire que la révolte l'emporte, puisque s'il y a des soldats et qu'il y a des civils et le peuple debout, ça veut dire que c'est le peuple qui l'emporte et qui l'emportera toujours. Voilà, donc pour récapituler et être bref, le néoclassicisme, on l'a vu tout à l'heure avec qui? Jean-Louis David, très bien. La peinture, elle était centrée sur quoi? Le classicisme. Sur les rois, puisqu'on a un tableau qui est très connu de Napoléon Bonaparte. Le dessin était clair, les lignes sont nettes, avait quand même un petit peu de contraste, mais les couleurs restent quand même naturelles. On essaie d'idéaliser l'image. Je vous ai dit que dans le tableau néoclassique, on ne vous demande pas de réfléchir, on vous demande seulement de regarder l'image, point barre, pas plus. Le romantisme, quand il vient, il fait une rupture avec ça. Il vous dit non, ne regardez pas comme seulement l'image, regardez ce que exprime. Laissez parler votre état d'âme, laissez parler vos sentiments. Vous êtes libre de peindre vos passions, vos sentiments, vos émotions. Pourquoi vous allez priver et rester, comme le classicisme le dit, dans la raison, la raison, la raison, la raison. Et donc, c'est ce qui a laissé libre cours à des gens à ce qu'on puisse peindre toutes nos expressions et nos passions. Mais en plus, il y a aussi la différence des tableaux. Si avant on peignait que les gens qui faisaient partie de la noblesse ou bien les rois, maintenant on peint le peuple, on peint l'expression du peuple, comme vous l'avez remarqué, par rapport et au tableau de la liberté guidant le peuple que vous avez sous les yeux maintenant, mais celui que je vous ai montré tout à l'heure, d'un simple homme de dos avec Fritz l'Allemand, qui est en train de contempler la nature, qui est en train de se poser des questions sur le devenir, mais aussi sur le radeau de la Méduse, où il y avait une embarcation de quelques marins normaux comme vous et moi, qui travaillent et qui ont vécu un drame. Voilà.
Donc, par la suite, comme je vous ai dit, la vidéo, celle-là, elle arrive à son terme. Euh, Bien sûr, vous aurez une autre vidéo qui parle de quelques courants, mais qui ne sont pas vraiment très pesants durant ce cycle-là. Mais vous devez avoir quelques idées dessus, comme l'orientalisme et d'autres courants. Et il y a une autre vidéo qui va parler aussi de grands peintres qu'on n'arrive pas à classer, pour ne citer que lui, par exemple Van Gogh. Voilà, donc j'espère que vous avez un petit peu saisi ce que c'est que le néoclassicisme et le romantisme, cette période-là. Et je vous dis bon courage et